Donc actualiser nos fiches. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly. Merci également à Laura Verdier d'être avec nous, ingénieure conseil indépendant en environnement, sécurité et développement durable. Vous avez fondé LVR Consulting. Merci également à Franck-Olivier Taureau, délégué général de l'association Respire. Et enfin Laurent Vibert, PDG de Nitidis, expert en gestion de crise. Vous avez été, je précise, porte-parole des pompiers de Paris. Vous connaissez donc les problèmes de communication, notamment en matière de sinistres. On va revenir justement sur les substances qui ont brûlé dans l'incendie de l'usine, donc jeudi dernier. Qu'y avait-il exactement? Les explications de France 2. Une longue liste de produits chimiques. D'après la préfecture de Seine-Maritime, 5253 tonnes de matière ont été détruites dans l'incendie. Alors, quels sont les produits? Ce sont principalement des additifs multi-usages, en clair des lubrifiants, des anticorrosions, des solvants. En grande majorité, ces produits sont des hydrocarbures dérivés du pétrole, mais aussi des sulfures d'oléfine ou de l'acide phosphorique, connus pour leur toxicité. Quels sont leurs effets sur la santé? D'après la liste de la préfecture, un contact direct avec ces matières peut avoir des conséquences toxiques pour l'organisme. Danger par aspiration, danger pour le milieu aquatique, peut nuire à la fertilité. Pour ce toxicologue, la combustion de tous ces produits a entraîné une pollution pour certaines populations. Ce sont des substances pour une grande part cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens. Principalement, c'est l'exposition pendant la grossesse qui va induire des effets sur la santé de l'enfant et du futur adulte. Quelles conséquences pour les sols? La fumée générée par l'incendie était dense en particules. Les suies sont retombées un peu partout autour de l'usine, provoquant un second phénomène de pollution. On a des suies qui sont retombées à la suite de l'incendie, emportées par la pluie. Bien sûr, ces suies vont s'infiltrer dans le sol et ils vont y rester pendant un certain temps. C'est un peu comme une marée noire. Reste-t-il des produits sensibles dans l'usine? Oui, la préfecture indique qu'il reste 1000 fûts entreposés. 160 sont particulièrement dangereux. Ils contiennent potentiellement du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel. L'évacuation de ces containers est en cours d'élaboration. Voilà, et la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, est actuellement auditionnée par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Sur place, on retrouve sans plus tarder Charlotte Urien-Thomaca. Alors que dit la ministre, Charlotte ? Eh bien, les explications du gouvernement, elles sont très attendues, Raphaël, depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen jeudi dernier. Plusieurs citoyens et associations réclament justice et transparence et les propos rassurants du gouvernement ne leur suffisent pas. Alors, Elisabeth Borne, elle devrait apporter de nouveaux éléments lors de cette audition et notamment la présidente de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, Barbara Pompili. Elle s'est confiée mardi au micro de nos confrères de Sud Radio et elle a déclaré que les parlementaires souhaitent jouer leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement en auditionnant Elisabeth Borne et que tout cela est bien normal. Alors cette audition, elle fait suite à une manifestation qui a eu lieu ce mardi dans la région de Rouen. Plusieurs centaines d'habitants ont défilé dans les rues et ont réclamé la vérité et la transparence. Alors l'exécutif est évidemment sous pression. 5 ministres ont fait le déplacement à Rouen depuis jeudi dernier et l'opposition est décidée à se faire l'écho des craintes de tous ces habitants dans la région. Alors Elisabeth Borne, elle a annoncé que les agences publiques chargées des risques industriels et de la santé vont être consultés sur l'éventualité de rechercher de nouveaux produits dans les retombées de l'incendie. Elle devrait donc en dévoiler plus lors de cette audition, mais il n'est pas certain que cela soit suffisant pour faire redescendre la tension. Merci Charlotte Urien-Thomaca qui était donc avec nous en direct du Sénat où est auditionnée la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Et puis plus tôt dans la journée au Sénat, c'était au tour d'Édouard Philippe de s'exprimer justement sur la situation. Édouard Philippe qui en réponse à une question d'ailleurs que vous l'avez vous-même formulée, Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly, a admis que l'État aujourd'hui ne sait pas tout. Écoutez-le. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne savons pas tout aujourd'hui. Parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps. Nous ne savons pas tout aujourd'hui. Ce que nous savons d'ores et déjà sur la qualité de l'air, c'est que tous les prélèvements dans l'air dont nous disposons à cette heure et qui sont publics font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire à l'extérieur du site.
Catherine Morin-Desailly, saluez-vous le discours finalement d'honnêteté du Premier ministre qui admet aujourd'hui ne pas tout savoir, ou au contraire, ses propos finalement rassurants sur la qualité de l'air, est-ce qu'ils vous convainquent ou pas? Je pense qu'un politique s'honore toujours à dire qu'il ne sait pas tout quand il ne sait pas. Rien n'est pire que d'affirmer des fausses vérités ou des vérités approximatives. Donc c'est un discours de responsabilité. Il est vrai que depuis l'incident que j'ai vécu de près, hein, puisque j'habite cette ville, il y a eu dès le départ, ça a été confirmé donc par les forces de l'ordre, par les pompiers, des analyses, des prélèvements à plusieurs reprises régulièrement tout au long de la journée, de la nuit qui a suivi, aux quatre coins de l'agglomération, et que la formule officielle du préfet, c'était de dire il n'y a pas de toxicité aiguë. Ce sont des propos qui se voudraient peut-être rassurants, mais qui en réalité ne le sont pas. Parce que si on dit toxicité aiguë, ce sont des termes peut-être choisis, des termes d'usage, mais ça renvoie à un niveau inférieur qui a une toxicité moyenne, importante. Oui, vous dites s'il n'y a pas de toxicité aiguë, voilà. C'est donc qu'il y a une toxicité quand même. Ouais. Voilà, donc toxicité aiguë, ça veut dire que si on est exposé immédiatement et de manière constante, c'est vrai que c'est très, 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 très dangereux. Et qu'il faut une exposition peut-être, je ne suis pas une spécialiste, donc pardonnez-moi ma maladresse, mais une exposition très prolongée pour qu'il y ait des effets clairement nocifs. Donc forcément, ça inquiète les habitants, cette terminologie. Cette façon de communiquer, bien entendu, c'est une communication technique, c'est pas une communication humaine et pédagogique. On va revenir sur la communication en tant que telle, mais Franck-Olivier Taureau, pour bien comprendre, aujourd'hui, les riverains, ils se plaignent de quoi? De nausées, de vomissements, de vertiges? Est-ce qu'on a affaire à des affections inhabituelles, finalement? Évidemment. En fait, alors, évidemment, les gens ont senti ce qui s'était passé, ce nuage, etc. Et donc, ils en sont malades. Ils en sont réellement malades, ils toussent, ils ont des maux de tête, des malaises, etc. Donc oui, il y a vraiment un problème. Et ça, c'est on va dire, c'est la phase 1, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on ressent tout de suite. Oui. Pardon ? Vous êtes venu sur place ? Moi, j'y suis pas allé, mais le président de Respire y était. Des témoignages qui vous ont été rapportés. Complètement. Des symptômes qui vont au-delà simplement de l'angoisse aussi que peuvent ressentir les habitants et qui peut peut-être aussi provoquer ces affections physiques et ces réactions. Oui, évidemment, il y a toujours une part il peut y avoir une part psychologique, mais en tout cas... Psychosomatique. Psychosomatique. Mais ça va être la phase 1, et après, il va à la phase 2. C'est-à-dire que ce qui va se passer, effectivement, la déformation des nouveau-nés, etc. Et ça, il y a un vrai risque là-dessus aussi. Et ça va être sur le long terme. Donc ça va être vraiment... il va falloir suivre ça très près. Vous voulez ajouter ? J'ai demandé explicitement au Premier ministre qu'il garantisse le suivi médical des populations proches, d'abord ceux qui ont été en contact, qui ont été au cœur du dispositif et du sinistre, bien sûr les populations proches et puis tous les habitants, d'une manière ou d'une autre, qui ont été en contact. Il s'est engagé sur un suivi aussi assez long dans le temps. Mais je voudrais juste dire un témoignage, c'est que moi j'habite cette ville, donc je ne suis pas loin d'ailleurs du sinistre. Je ne vois pas non plus, je ne minimise pas du tout les malaises. Il y en a, je sais très bien, mais il y a aussi des gens qui se portent normalement. On est dans un climat de toute façon déjà de pollution habituelle tout de même, Armand. C'est pas, on le sait bien. On respire mal à Rouen. Dans toutes les grandes villes. Oui. Donc les phénomènes de toux, on en a aussi régulièrement dans d'autres circonstances. Mais je ne minimise pas les malaises, surtout. Il faut les prendre au sérieux. Laura Verdier, hier, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, excluait tout risque lié à l'amiante. Mais enfin, là, on apprend que, il est possible que l'incendie ait provoqué l'émission de dioxine. De quoi s'agit-il ? Alors, je rebondirai sur les propos précédents puisque ça va ensemble. En fait, quand on parle de toxicité aiguë, pour le dire en français, ça veut dire un risque j'ai envie de vous dire, de Fukushima industriel ou chimique, c'est-à-dire une mort de personne. Tchernobyl. Exactement, mais chimique, pas radioactif. Ça, on peut clairement l'exclure aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'essai et c'est bien heureux. Mais ça, on peut le constater sans avoir recours à des analyses, c'est ce que Exactement. vous dites. Après, les analyses permettent, quand il y a un vrai sujet, de faire du confinement. C'est justement ce qu'a demandé le préfet à 8h du matin. Alors peut-être un petit peu tard, on parlera de la communication dans un autre temps. Mais ça, c'est la première étape. Après, quand on parle de pollution chronique, on parle de long terme et donc d'exposition plus longue. Et on a parlé d'amiante, ce point-là est écarté. On parle de dioxine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est notamment les principaux polluants en cas de combustion.
et surtout des polluants très impactants, puisque c'est de ce nom-là, de Seveso, que vient la réglementation, puisqu'il y a eu des dioxines. On va en reparler justement, parce que c'est vrai qu'on emploie ce terme qui peut sembler barbare pour beaucoup de gens, Seveso, on verra effectivement de quoi il s'agit. Mais en tout cas, vous dites aujourd'hui, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter lorsqu'on nous parle de possibles émissions de dioxine ? Oui, bien sûr. Dans La dioxine l'atmosphère est un immédiat. polluant cancérigène. Donc, bien sûr, c'est un polluant non négligeable. Donc avec des effets sur la santé, pas Bien seulement sûr. sur Alors, l'environnement. dans le temps long, il faut faire attention pour ne pas affoler les populations. Il y a le temps court, l'aigu, et le temps long, le chronique. Pas non plus affoler. Alors on va écouter justement ce que disait Agnès Buzyn, qui semble elle aussi attendre bien sûr la confirmation définitive et les conséquences. C'est la ministre de la Santé qui s'exprimait dans la matinée. Écoutez. Aujourd'hui, les premiers éléments sur les toxiques les plus habituels, les plus dangereux, sont rassurants. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura rien puisque des analyses sont toujours en cours. Dès que nous aurons ces résultats de la dioxine dans l'air ou dans les suies, ils seront rendus publics. Après, il y a des choses que je ne sais pas, c'est-à-dire que l'INERIS, l'agence responsable des risques, doit me dire à quoi on peut s'attendre quand une usine avec plus de 300 produits toxiques brûle. Et ça, l'État aujourd'hui ne peut pas répondre à cette question. Voilà, alors l'INERIS dit, il est possible que l'incendie ait effectivement provoqué l'émission de ces polluants organiques toxiques persistants dans l'environnement, ces fameuses dioxines. Laurent Vibert, vous qui êtes expert en communication de crise, on voit quand même le gouvernement depuis 24 heures dire... il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans l'immédiat, mais on n'en sait pas plus. Vous saluez, vous, cette humilité dans la communication, cette forme de transparence aussi, où vous dites finalement ces formules rassurantes, elles n'ont pas lieu d'être tant qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir, Madame la sénatrice l'a précisé tout à l'heure. À tout le moins, on peut au moins gérer une crise à un niveau d'un pays qui est la 6e ou 7e puissance mondiale, avec des savoir-faire, avec des technologies, avec de la science. On se rend compte qu'on est très en retard en matière de gestion de crise sur des événements qui sont d'une intensité importante. On dit qu'on compare à ZF. Heureusement, ça a été dit, le bilan humain est quand même positif puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Ça, il faut le souligner. En revanche, on est en effet sur une sorte de marée noire, c'était dit également, à l'intérieur d'une grosse agglomération. Et on a l'impression, et c'est la réalité aussi, qu'on n'a pas réussi à gérer l'ensemble de ces moyens, du déclenchement des plans, les sirènes, prévenir les élus, mettre en place des dispositifs lourds, c'est-à-dire mettre... Comme font les États-Unis, on les prend souvent en comparaison, mais quand même, ils ont une agence fédérale qui s'occupe de toutes les calamités, les catastrophes sur l'ensemble du pays. Nous, on est encore dans une, pardonnez-moi l'expression, mais dans de l'épicerie des secours et des moyens mis en place. Et un fait aussi qui est très important, c'est que le décès du président Jacques Chirac a occulté, et y compris pour vous, où le lead des rédactions s'est orienté plus sur Rouen, mais sur le décès de Jacques Chirac et les cérémonies qui en suivaient, et les fameux frigos, toutes les archives que vous avez sorties, et c'est normal. Pour autant, Rouen s'est senti, je pense, abandonné. Et la population abandonnée, et le reflet médiatique n'a pas accompagné l'intensité du feu. Et quand on voit ces images qui passent sur France 24 et qu'on a pu voir sur l'ensemble des médias, les vrais, pas les fausses, puisque là aussi on pourra parler des infox, on se dit, il y a un décalage dans le parallélisme des formes entre les faits, les risques, les dangers et ce que l'on nous dit. Donc il manque concrètement aussi de la pédagogie, d'expliquer clairement les risques encourus, quitte à éventuellement dégonfler le dispositif quand on n'en a plus besoin, mais d'être en mesure et en capacité de faire un effet coup de poing le plus tôt possible, de manière à limiter ces zones d'incertitude et de commandement et de gestion de crise qui, à mon sens, auraient pu être optimisées. Catherine Morin-Desailly, je souscris complètement à ce que monsieur est en train de décrire. C'est tout à fait le sentiment de ce que j'ai vécu concrètement au plus proche du terrain, avec les autorités préfectorales. On a eu l'impression de ne pas être entendu, que l'État était aux abonnés absents d'une certaine manière du fait de ces obsèques nationales de Jacques Chirac qui ont occupé, c'est vrai, 5 jours durant tous les écrans. Les chaînes d'information continue ont rompu l'image à partir pratiquement du début de l'après-midi. Et en plus, c'est assez coupable parce que ça renvoie tout le monde vers les réseaux sociaux, là où prolifèrent les théories du complotisme, la désinformation, les fausses images, les fausses vidéos. Donc, ça veut dire que les médias, qu'elles soient publics ou privés, ne jouent pas bien leur rôle. Ceci étant, France Bleu, je tiens à le dire, parce que c'est audiovisuel public, a très bien joué son rôle d'information, heureusement, des populations toutes les heures. C'était très important. Mais... Je voudrais juste signaler...
par rapport à cela, c'est que la préfecture a joué son rôle avec les moyens qui sont les siens, avec une incompétence à gérer des sinistres de ce niveau-là, mais quasiment. Il faut se rendre compte que les centres opérationnels départementaux ne sont pas des salles de crise de la NASA ou de grosses industries. Ce sont des moyens qui sont mis à disposition avec des gens qui sont d'astreinte, qui viennent et qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc moi, je salue le travail qui a été fait parce qu'ils ont dû faire le maximum. Il y a juste un problème de formation, d'expertise et de moyens mis à disposition. Et je veux aussi insister sur ce plateau, sur l'engagement aussi des Français dans la gestion des crises collectives que l'on va rencontrer encore dans les décennies à venir. Il faut que le Français aussi participe, le citoyen, dans l'organisation des secours. Je rappelle que la loi de 2004 le précise, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours. Là, on a tendance à le voir, le Français, comme celui qui attend tout de l'État et des institutions. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a aussi un gros problème. Oui, bien sûr. Il y a un gros problème de formation, d'organisation d'exercices de crise, d'accompagnement des entreprises et des institutions. Pour qu'on soit totalement au clair quand même sur la dangerosité ou pas, Laura Verdier, dans les substances dont la liste a été révélée hier, y en a-t-il qui, au contact du feu, peuvent avoir des conséquences sur l'organisme, on évoque notamment la fertilité, et pas seulement d'ailleurs, et pour les femmes enceintes, les conséquences notamment pour les nouveau-nés. Bien sûr. Alors, dans la grande catégorie des substances les plus dangereuses, il y a ce qu'on appelle les CMR, cancérigènes, mutagènes, donc ils font muter l'ADN, c'est assez horrible à dire comme ça, et reprotoxiques, c'est-à-dire qui ont un impact sur la fertilité ou la descendance. C'est une grande famille de substances qui fait très peur. Et il y en a, clairement, dans la dioxine en est un, typiquement. Après, je rebondis aussi sur ce que vous disiez, en ce qui concerne les secours, les pompiers n'étaient pas équipés suffisamment. On a eu des retours là-dessus. Et il y a eu des expositions de pompiers à, par exemple, de l'hydrogène sulfuré dont vous parliez, qui est un gaz qui est carrément mortel. Donc on avait un double poids entre l'industrie qui était presque, elle, plus préparée que les pouvoirs publics, qui avaient les équipements de sécurité, et des pompiers qui n'avaient certainement pas suffisamment les choses aussi en main, d'un point de vue technique purement. Des traces de plomb ont été relevées à certains endroits du sol touchés par des suies, voilà ce qu'indique le préfet. Toutefois, elles sont vraisemblablement imputables à des traces historiques, c'est-à-dire la pollution préexistante. Ça vous semble crédible? Alors, ça c'est un sujet global. La mairie de Paris a abordé ce sujet-là aussi, puisqu'on n'a pas de seuil aujourd'hui sur la pollution des sols urbains au plomb. On sait qu'ils sont très impactés. On a ce cas avec Notre-Dame de Paris. Exactement, mais en fait on a ça sur toutes les villes de France. Et donc à Rouen, on retombe sur ce sujet-là. Dans les faits, de toute manière, les valeurs, parce que pour avoir vu les valeurs, elles sont élevées, mais je pense que ce n'est pas celles-là qui seront le principal problème si on découvre des dioxines par exemple. C'est votre avis également à vous, Franck-Olivier Taureau? Oui, exactement. Effectivement, les traces de plomb, il y en a, on en découvre. En fait, il peut y avoir des sites qui sont impactés, d'autres qui ne le sont pas, etc. Donc, c'est pas forcément lié. Mais c'est vrai qu'il y a une pollution de plus long terme qui s'installe, etc. Et c'est là. Vous parliez des CMR tout à l'heure, et c'est vrai que... C'est à l'occasion de ce type de catastrophe qu'on réalise à quel point nous vivons dans un environnement marqué par ces substances. Oui, et surtout, on n'est pas préparé à de tels accidents. Et ça, c'est quand même ça pose quand même question, parce qu'on entrepose tous ces produits chimiques, etc. Il y a vraiment un problème de contrôle au niveau de ces usines Seveso, seuil haut, qui sont contrôlées une fois tous les temps d'année, sur du déclaratif, etc. Donc à un moment donné, il faut peut-être qu'on se serve de ce genre d'accident pour se dire, OK, on remet les choses à plat, et maintenant, on va contrôler un peu plus sérieusement. On va en reparler dans un instant, c'est déjà la fin de la première partie du débat, mais je vous laisserai bien sûr reprendre dans un instant. On se retrouve dans environ 2 minutes, restez avec nous. Politique en partenariat avec Slate. Chaque semaine, Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurer, France en particulier, le conflit paye tout le monde. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com. Mais pourquoi t'es habillé comme ça, Robert? Le script parlait d'une version plus branchée de Niro, donc voilà. Non, Robert, non. C'est pas Niro comme dans Robert de Niro. C'est le Kia Niro, la voiture. Elle existe en 100% électrique, hybride et hybride rechargeable. Ah, désolé. Non. Je vais changer ce jean. J'en peux plus. Venez essayer la nouvelle gamme Kia Niro. Jusqu'à 455 km d'autonomie électrique. À partir de 237 € par mois. Porte ouverte du 11 au 13 octobre. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Kia, the power to surprise.
Plus de confort, ça rend plus cool. Invitez Citroën Advance Confort dans votre vie avec Citroën C4 Cactus, Citroën C3 et Citroën C1. Citroën. En ce moment, profitez de Citroën C3 avec reprise de votre véhicule plus 2 500 €. France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique, Le Monde dans tous ses états. Avec un invité, toutes les 2 semaines, nous allons décrypter, analyser la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec nos correspondants et avec nos reporters. Le Monde dans tous ses états, c'est le vendredi soir sur France Info. Et c'est le samedi soir sur France 24. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 2 octobre. Pas de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne et une période de transition. Boris Johnson présente son accord de Brexit. Accueil mitigé à Bruxelles. Angela Merkel, elle appelle ses partenaires à rester unis face à Londres. Mike Pompeo a bien assisté à la conversation téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, pièce centrale de l'acte d'accusation dans la procédure de destitution qui vise le président américain. Une cérémonie en la mémoire de Jamal Khashoggi, 1 an après son assassinat au consulat saoudien d'Istanbul. Et puis des émissions de dioxine possibles à Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol. Voilà ce qu'indique l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. C'est le thème du débat. Deuxième partie tout de suite. Retour au débat de France 24, 6 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Quels sont les risques? La question reste posée. En tout cas, les riverains, eux, se la posent et ils interpellent l'État. On continue d'en parler avec Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime pour l'Union centriste. Merci d'être avec nous. Merci également à Laura Verdier, ingénieure conseil indépendant en environnement, sécurité et développement durable, fondatrice d'LVR Consulting, à Franck-Olivier Taureau, directeur général de l'association Respire, et enfin à Laurent Vibert, PDG de Nitidis, expert en gestion de crise et ancien porte-parole des pompiers de Paris. Le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 0800 009 785, pour répondre aux questions des habitants. Un numéro qui, dit-il, sera joignable 7 jours sur 7 de 8h à 20h et opérationnel dès aujourd'hui depuis 15h. Ce n'est pas sans rappeler un certain Alain Madelin en mai 1986, après l'accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Lui aussi présentait le numéro vert de l'État. Tous les renseignements que vous voulez de la part des meilleurs spécialistes français. Toutes les données, nous n'avons rien à cacher. Nous mettons carte sur table, chose promise, chose due, nous jouons le jeu de l'information avec les Français. Et il y a différents degrés d'inquiétude. Il y a une inquiétude qui est née il y a quelques jours sur, soi-disant, les épinards qui étaient, paraît-il, contaminés. Écoutez, du calme dans cette affaire. Il n'y a vraiment aucun risque sanitaire. J'ai déjà eu l'occasion de dire que l'on pourrait commencer à s'inquiéter et aller voir son médecin si par hasard on trouvait, mais on n'en trouve pas dans le commerce, 3 tonnes d'épinards irradiés et qu'on ait l'intention, sans les laver, de les ingurgiter dans les quelques jours qui viennent. Alors Laurent Verdier, la communication a bien changé depuis. On a tiré toutes les leçons de cet épisode. Même si aujourd'hui il y a un numéro vert, on voit bien, c'est pas du tout le même état d'esprit. L'État ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que la forme était bien à l'époque, puisque on voyait du monde en action, un ministre presque en bras de chemise, offensif. Là, on a eu un préfet dans son bureau assez mal à l'aise, avec des propos qui étaient mal adaptés. En revanche, on est en effet dans cette zone d'incertitude, mais il faut, je pense, essayer d'arriver à trouver la bonne fréquence pour organiser une communication. Qu'est-ce que la communication de crise, en fait? C'est la capacité à accompagner un événement pour en réduire les effets sur la structure ou les populations. Et ce n'est pas le cas. Là, on est, et on le voit bien, dans un activateur d'inquiétude, dans une résonance forcément médiatique et sur les réseaux sociaux qui va accélérer cette crise. Donc, elle est l'inverse de ce qu'elle devrait être. La communication de crise n'est pas aisée, c'est une vraie discipline, je peux en parler. J'étais moi-même pendant 8 ans porte-parole des pompiers de Paris. Ce n'est pas facile. Je sais très bien que le préfet fait ce qu'il a pu, mais à un moment donné, il faut sortir des codes peut-être appris à l'ENA et dans certaines structures, sortir de son rôle de préfet pour être le patron, le directeur des opérations de secours et un petit peu
prends pas toujours l'exemple à l'américaine, mais la Belgique, le centre de traitement des alertes en Belgique et le centre belge des crises est beaucoup plus en avance que celui des Français. Vous voulez dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion ? La place est dans la structure trop limitée à la préfecture. On se rend compte qu'avec cet accident, le panache de fumée, plusieurs dizaines, centaines de kilomètres parfois, vous êtes dans une gestion de crise interdépartementale. Donc on devrait avoir une structure qui prend le lead dans l'heure qui suit, en disant « Ok, ça c'est à notre niveau, le préfet, vous jouez le rôle du patron sur place, mais on va prendre le relais et on va activer l'ensemble des moyens beaucoup plus rapidement. On aurait dû avoir un effet de masse sur les moyens technologiques qui ont été évoqués, sur la capacité à faire des prélèvements chimiques, à protéger les primos intervenants, à mettre en place et expliquer ce qu'est un confinement, à quoi il va servir. Là, on a été sur, je le rappelle, un peu d'épicerie dans la montée en puissance. Entre deux. Entre surjouer la transparence, comme le fait Alain Madelin en 86, et puis le blackout total de l'usine AZF, on a improvisé, c'est ce que vous dites. On est surtout dans ce défaut d'équilibre que j'aime à rappeler, c'est qu'une crise, et par essence, l'être humain a besoin d'équilibre pour avancer. Et pour retrouver, c'est la résilience qu'on prône aussi chez Nitidis et Resiliency, c'est la capacité aux structures à reprendre leur activité normale et permettre aux hommes et femmes à être dans un environnement qui ne soit pas aussi critique et dangereux et on voit les images, que l'accident de Lubrizol. Laura Verdier, à quoi attribuez-vous ce sentiment d'improvisation ? Est-ce un manque de moyens de la part de l'État ? On observe dans d'autres domaines, on l'a vu pas plus tard qu'aujourd'hui, avec ces manifestations de policiers à Paris. Je pense que les moyens de l'État techniques, ils y sont. C'est-à-dire que l'INERIS existe, il y a un organe de l'État. Le préfet est appuyé par ce qu'on appelle les DREAL, donc les inspecteurs de l'environnement, qui font de la prévention, qui font du contrôle, mais qui sont aussi là dans ce genre de cas. Donc les compétences sont là. Après, c'est les moyens qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que les inspecteurs, il y en a de moins en moins. Ils sont multitâches, ils ne peuvent pas tout faire, les pauvres. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Les inspections ne sont pas menées à la fréquence à laquelle elles devraient avoir lieu. Alors, elles le sont parce qu'on est sur du Céveso seuil haut, donc on est sur le plus élevé des risques, mais on se rend bien compte que les budgets et les budgets humains et financiers des inspections sont à la baisse drastiquement. C'est un des principaux secteurs où il y a des baisses aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet aussi de moyens qu'on met en face sur ce genre de thème. Alors on va revenir justement sur ce que c'est le Céveso. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Franck-Olivier Taureau. Ça fait référence en fait à des directives européennes qui elles-mêmes se rapportent à un précédent accident industriel en Italie, précisément dans la ville de Céveso. Exactement, qui est en Lombardie, donc en 1976. Et donc, il n'y avait pas non plus eu de décès direct. En revanche, il y a eu, évidemment, des maladies qui ont suivi, etc., au fil du temps. Donc, la pollution, effectivement, une pollution chronique, a affecté les habitants qui habitaient proche du site. Ce qui explique donc qu'au niveau européen, on ait édicté des directives qui imposent des normes, donc des usines considérées comme sensibles. Oui, bien sûr, et c'est tant mieux d'ailleurs. Sauf que selon les pays, les normes sont plus ou moins... en fait, les normes étaient parfois plus drastiques avant justement cette réforme et de mettre tout le monde aux mêmes normes européennes. C'est le plus petit commun dénominateur qui a été choisi en matière de sécurité ? Un peu comme d'habitude. Quand vous regardez la pollution de l'air, par exemple, désolé, mais on ne fait pas grand-chose pour lutter contre la pollution de l'air, la pollution atmosphérique dont on est victime chaque jour. Il faut quand même rappeler qu'il y a près de 50 000 personnes en France qui meurent à cause de la pollution de l'air. Et aujourd'hui, ni l'État, ni l'Europe ne prennent leurs responsabilités. C'est votre avis, à vous aussi, Catherine Morin-Desailly. On n'en a pas fait assez. Il y a aujourd'hui plus de 100 maires et élus normands interpellent Édouard Philippe dans une lettre ouverte publiée sur le site actu.fr. Il demande au gouvernement et au Premier ministre d'engager l'État pour répondre aux peurs, aux angoisses, aux questionnements nés de cet incendie. Et en premier lieu, à faire toute la transparence au nom de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Quelques élus que je connais posent les mêmes questions que nous avons posées hier, les députés à l'Assemblée et moi-même au Sénat. Il nous faut la transparence, bien sûr, absolue. Ce qu'a promis le Premier ministre, en réalité, c'est dans la charte, l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui est prescrit dans la Constitution. C'est absolument nécessaire. À ceci près qu'il se garde bien de désigner un responsable. C'est-à-dire que là, ils n'évoquent pas Lubrizol en tant que responsable. Ils appellent à mettre en œuvre des réparations aux frais des responsables, sans plus de précision, qui seraient déterminés dans le cadre de la procédure. Il y a une procédure en cours. Oui. Donc on ne peut pas établir d'emblée si c'est Lubrizol ou pas. Chacun peut avoir son avis.
On l'échangeait tout à l'heure sur ce sujet. Mais voilà, la réalité est là. Non, moi, je suis très sensible à ce qui est dit autour de la table, des uns et des autres, qui éclaire le débat, qui éclaire la situation. Très sensible à ce que dit Laurent Vibert, parce que le préfet, je pense qu'il a fait son travail dans le cadre de ce qu'il est appelé à faire en réalité. Mais, et c'est tout le travail que nous voulons faire au Sénat, c'est que nous ne sommes pas adaptés à des situations de crise industrielle. Les services de l'État ne sont c'est pas le rôle dans ce cas-là du ou de la ministre de se mettre en première ligne. Mais bien sûr qu'elle peut se mettre en première ligne, venir sur le terrain, avoir des paroles. Vous trouvez qu'Elisabeth Borne a fait ce qu'il fallait? Non, c'est vraiment une explication technique que les uns et les autres ont expliqué. On a eu des pompiers qui sont arrivés de l'ensemble des départements voisins, on a su activer tout ça, mais vous avez raison, c'était une autre échelle que tout ça se coordonne. Comment expliquer, pardonnez-moi de faire la comparaison, mais que dans les cas d'attentats comme celui qu'on a connu en novembre 2015, l'État sache coordonner son action de manière extrêmement efficace et rapide, avec beaucoup de réactivité? Je vous sens sceptique. On avait à l'époque salué le travail de Bernard Cazeneuve, de Manuel Valls, de François Hollande dans la coordination des services de l'État, non? Alors c'est une autre dimension. Vous êtes sur quand même les attentats, c'est très localisé. Malheureusement, beaucoup de victimes et la terreur derrière, et c'est l'objectif. Donc les forces de police arrivent à être coordonnées assez vite pour sectoriser, prendre des mesures, faire des barrages, etc. Là, vous êtes sur de l'inconnu, et c'est vraiment la décision en zone d'incertitude. Vous ne savez pas où va le nuage, vous ne savez pas quelle est la composition du nuage. Je rejoins la sénatrice sur le fait que nous n'avons pas, l'État d'une part, et les entreprises n'engagent pas les moyens suffisants pour se protéger et permettre justement cette résilience au niveau national. Je le vois parce qu'on intervient au titre des entreprises privées, on fait des exercices de crise avec certaines, elles nous disent « Ah oui, mais là on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus, on fait juste une demi-journée d'exercice sur table », et ça ne peut pas fonctionner. On peut se préparer à tout. Il faut avoir l'œil, comme on dit, dans le rétroviseur, l'angle mort du rétroviseur des crises. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer le scénario du pire, alors qu'on est dans le scénario d'une intervention dans un exercice, sur un POI. On dit qu'on a déclenché le POI, on fait 2-3 manœuvres avec 2 lances sur le site, et c'est fait. On a validé notre exercice de crise. Non, on devrait pouvoir faire des crises, même à l'échelon interdépartemental. Mais qui va le faire? Qui va le payer? On l'a fait pour les attentats, je vous rejoins, mais dans un stade où on va faire venir les pompiers, le RAID, etc., ça mobilise beaucoup moins de personnes. Imaginez qu'on mobilise pour un exercice qu'on a mobilisé là sur Lubrizol. Qui va le faire? On a tous des recommandations sur les réactions en cas d'attentat, par exemple, ou d'intrusion terroriste au bureau, au domicile. Mais des pompiers proches de la retraite nous ont confié que c'était le premier incident de cette ampleur de leur vie qu'ils avaient vécu, vie professionnelle qu'ils avaient vécu. Donc ils sont pas... Voilà, ils ont été très braves, très courageux. Après, pour moi, la différence aussi, c'est que là, il y a de la technicité. Et donc, du coup, il y a une complexité du langage et un vrai travail d'adaptation. Ça appelle la présence d'experts pour conseiller les pouvoirs publics. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont manquants. Très clairement, parce qu'il y a une vraie politique de transparence. L'information est donnée, mais même moi, dont c'est le métier, j'ai du travail pour analyser ce qui est sur les dossiers de la préfecture. Donc je considère qu'il y a assez d'experts en interne, au sein du gouvernement, des pouvoirs publics, pour faire le travail d'analyse. Je considère aujourd'hui que c'est ça, à mon avis, qui manque le plus, et ça qui inquiète. Parce qu'on parle de termes larges. Concrètement, on renvoie les habitants au site de la préfecture où sont affichés des indicateurs. Mais ces indicateurs, ils ne peuvent rien y comprendre, comme moi-même non plus, je ne peux rien y comprendre. Personne, sauf un spécialiste, n'est capable d'analyser. De l'explication. Et on nous a quand même dit que la qualité de l'air était bonne, puisque finalement, l'ASQA n'avait pas, l'association de qualité de l'air, n'avait rien marqué de particulier. Mais sauf que l'association de qualité de l'air, elle ne mesure pas toutes ces toxines, etc. Elle fait de la mesure de qualité de l'air, de pollution classique. Donc forcément, elle ne va pas dire « Attention, il y a un problème ». Il n'y a pas d'indicateurs comme des becquerels, enfin quelque chose qui permette de mesurer. Alors je vais vous donner un exemple très clair. De mauvaise qualité. En pollution, on dit quelque chose de très simple. On dit on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire que quand on fait des prélèvements, on cherche une substance. Il y en a tellement qu'on cherche pas tout. C'est pas comme relever de la radioactivité dans l'air. Mais pensez, je vais vous faire une analogie très simple. Quand on fait des analyses de sang, le médecin vous prescrit des analyses de sang au regard de ce qu'il imagine que vous avez. C'est exactement la même chose. Et là, pour moi, tout ce que j'ai vu sur le site de la préfecture, c'est rien d'autre qu'une aide pour faire cette prescription d'analyse complémentaire. Donc on n'en est pas à avoir l'information, mais il faut de la technicité pour expliquer. On saura, à un moment ou à un autre, ce qui s'est vraiment passé, les conséquences que ça a pu avoir. Bien sûr, on est capable de le savoir. Par contre, c'est du temps. Alors, c'est le problème aussi de la science, c'est que c'est du temps long. On a envie de savoir tout de suite sur l'aigu. Je pense qu'on a des premières informations. Sur du chronique,
il faut un peu plus de temps. Il faut 1 semaine, il faut 2 semaines pour avoir des premiers résultats. Et en fait, j'ai envie de vous dire, j'espère surtout que le temps sera long dans les mesures. Puisque plus le temps sera long, plus il y aura de suivi et plus on pourra adapter la réponse aussi. Mais en attendant, plus vos populations sont laissées dans l'incertitude. Au Premier ministre. Oui, mais on lui a demandé ce suivi que vous évoquez parce que la santé, c'est la première des libertés pour l'être humain et que nous devons garantir ça. Voilà. Vous pensez que vos administrés seront capables de vivre l'attente justement sans, j'allais dire sereinement presque? Écoutez, moi j'ai remarqué les comportements que vous avez évoqués, mais j'ai aussi vu beaucoup de gens calmes, responsables aussi, parce que vous l'avez évoqué, je ne sais plus qui a dit autour de cette table que voilà, les gens aussi savent se prendre en main. Des maires qui n'avaient pas été informés ont su faire ce qu'il y avait à faire. Donc il y a aussi toute une quantité de personnes qui savent garder aussi un comportement, j'allais dire, raisonnable pour trouver un qualificatif qui montre que les gens aussi, même s'ils sont inquiets, ils essayent d'adapter leur comportement de manière à pouvoir... faire en sorte que ça se passe bien aussi. Mais là-dessus, justement, l'ARS a donné des prescriptions pratiques de que faire, de se laver les mains, ne pas toucher les hydrocarbures. On a vu sur les réseaux sociaux des photos de gens, des images de gens qui touchaient aux hydrocarbures, ce qui est la pire des solutions. Et là-dessus, à nouveau, je trouve que l'information, elle n'a pas été précise, en donnant des règles très précises, et je pense que la population a besoin... de porter des masques, par exemple? Alors, le masque en papier ne sert strictement à rien. D'accord. Vous vouliez dire? Oui, là aussi, j'ai entendu la représentante la porte-parole du gouvernement dire il fallait pas comparer Lubrizol Rouen à ZF Total. Parce qu'il n'y a pas de bilan humain. Mais attention, c'est quand même une grosse catastrophe. Le ministre de l'Agriculture l'a dit. Oui. C'est une catastrophe industrielle, c'est une catastrophe écologique et ça risque d'être une catastrophe agricole. Donc attention aussi à ne pas vouloir diluer la responsabilité, et sans jeu de mots, mais diluer l'intensité de cet événement. Au contraire, qu'il nous serve, et moi c'est le vœu le plus cher que je fais, de retour d'expérience, qu'on capitalise dessus et qu'on s'entraîne beaucoup mieux à gérer ces événements de crise majeure. Vous venez d'évoquer le mot de responsabilité, la recherche en responsabilité justement. L'entreprise a porté plainte contre X pour destruction involontaire. Elle affirme que selon des témoins oculaires et la vidéosurveillance, le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site, ce qui laisse entendre en tout cas, laisse penser en tout cas à l'hypothèse d'un départ de feu qui serait extérieur à l'usine elle-même. Vous qui avez été porte-parole des pompiers de Paris, est-ce que ça vous fait réagir, Laurent Vibert? Ça vous semble possible d'abord? C'est du domaine du possible puisque c'est évoqué, mais moi ça m'interpelle sur le fait que j'ai l'impression que c'est un écran de fumée, et là encore sans jeu de mots, pour dire que l'incendie vient de l'extérieur, donc on n'a pas de responsabilité directe. Cette prise de parole 3-4 jours après l'incendie, elle me paraît beaucoup trop... C'est de la communication. À mon sens, c'est de la communication de Lubrizol pour se détacher peut-être d'une responsabilité directe. Les produits sont quand même à l'intérieur. Et je ne pense pas que ce soit... Les gens ne veulent pas savoir d'où le feu a pris, peut-être pourquoi, mais surtout comment il a pu se propager de la sorte. Et y avait-il un bon service de surveillance à l'intérieur, etc. Donc pour moi... Une usine de ce type, elle est censée être totalement inifuge, enfin totalement immunisée au risque d'incendie? Non, elle est protégée par des grillages. Alors elle est protégée aussi par des murs coupe-feu et des portes coupe-feu avec un certain degré de coupe-feu. Ça, c'est une obligation liée à la réglementation Seveso. Après, ils contiennent le risque qu'ils contiennent. C'est ce que prévoit l'étude de danger qui est un des documents. En 2010, un arrêté préfectoral avait demandé à l'industriel, Lubrizol en l'occurrence, de bâtir un mur couvre-feu à un endroit précis. C'est ce qu'indiquent nos confrères de Mediapart. Mais cet ouvrage, d'après le site, n'était toujours pas érigé en 2016. D'après le gouvernement, eh bien, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de s'assurer qu'il a bien eu lieu. Simplement, en 2017, on apprend que les services de l'État avaient mis en demeure Lubrizol de réviser son système de sécurité anti-incendie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi ensuite. On reparle des sujets de moyens. C'est-à-dire que là, c'est l'inspection qui fait des contrôles, qui met en demeure. La mise en demeure, c'est quand même un sujet important. Et qui n'est pas en moyens humains, entre guillemets, de suivre et de mettre des pénalités élevées. Parce qu'il y a eu une amende qui a été de 4 000 €. On parle d'une somme qui est infime. Vous le saviez, vous, Catherine Morin-Desailly, que cette usine était une usine à risque ou pas spécialement? Bien sûr, parce que les parlementaires que nous sommes ont été associés à des
réunions en préfecture où voilà est présenté le plan de prévention des risques. On est informé, mais encore une fois, on ne l'est sans doute pas régulièrement. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des piqûres de rappel à tout le monde très régulièrement pour au moins toujours avoir cette conscience que le danger c'est pas ça peut arriver et qu'il faut être prêt, il faut que chacun joue son rôle quand ça arrive. Commencer par l'État qui doit par l'État, mais également par les industriels. Et là aussi, je veux saluer le travail de certains industriels. J'ai encore fait un exercice de crise dans un laboratoire pharma. Il y a des industriels, des entreprises qui font de gros efforts et qui sont très vigilantes sur leurs installations. Donc c'est une prise de conscience permanente, mais on le sait très bien, on a l'impression que c'est une raffinerie là que l'on a à Rouen. On n'est pas non plus dans un labo de chimie clos, où il y a des entrepôts, il y a des galeries techniques, il y a des fluides qui passent, donc c'est quand même très complexe, hein. Ce n'est pas votre cuisine. Franck-Olivier Taureau, on parle parfois de loi des séries, il se trouve que juste après on a appris effectivement l'incendie d'une autre usine non loin, et là à Toulouse, dans les environs de Toulouse également. Il y a des bombes à retardement en France aujourd'hui ? Alors, non, il faut savoir que déjà, les accidents dans les usines Céveso, ils s'en passent, je crois que l'année dernière, c'était 1000. Alors après, c'est pas des accidents de cette dimension, mais forcément, hein, si vous avez, à un moment donné, le feu se propage, etc., et on a la catastrophe qu'on a connue là. Donc ça arrive quand même régulièrement. Pas à ce niveau-là, ça c'est clair, mais ça arrive quand même régulièrement. Donc la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas ? Et là, c'est une vraie question. Et peut-être il faudrait extraire justement ces usines des centres-villes, mais c'est vrai que du coup ça fait aussi de l'emploi en moins, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si je puis dire. Si on les met à la campagne. Et voilà, et puis à la campagne il y aura aussi des problématiques, hein, ça pollue de toute façon l'environnement, etc. Dans les pays du tiers-monde. Voilà, non mais bien sûr. C'est aussi des questions morales. Complètement. Et la question peut se poser aussi, est-ce qu'on doit continuer à produire ces produits très dangereux et les faire produire même par d'autres, évidemment. Les lubrifiants, en l'occurrence, oui. produits dans cette entreprise. C'est bien qu'ils ont un usage, on l'imagine. Hein, on ne fait pas ça juste par plaisir. Non, Lubrizol appartient à la holding Berkshire Hathaway, propriété de Warren Buffett, troisième homme le plus riche du monde. Catherine Morin-Desailly. Faut-il qu'ils mettent la main à la poche, comme on l'entend depuis plusieurs jours de la part, y compris d'élus, la France Insoumise notamment ? Bien entendu, l'enquête judiciaire est importante pour établir clairement les responsabilités, mais en même temps, je trouve qu'une telle entreprise, ne serait-ce que pour sa notoriété, ne peut pas se dédouaner une forme de responsabilité dans cette affaire, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un message au plus haut niveau. Il a manqué ce message de compassion. De compassion avec les populations. Voilà, c'est vraiment ce qui est peut-être un peu choquant dans l'affaire. Merci Catherine Morin-Desailly, merci également à Laura Verdier, merci à Franck-Olivier Taureau et à Laurent Vibert qui ont bien voulu débattre avec nous sur France 24. On continue d'en parler dans un instant avec un œil sur les médias. Restez avec nous. Un œil sur les médias avec Johanna Citruc. Johanna, on a parlé beaucoup ces derniers jours, même si, c'est vrai, il y avait une grande place qui était réservée à Jacques Chirac, mais on a beaucoup parlé aussi de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, très commenté sur les réseaux sociaux. Oui, ce qui est surtout commenté, c'est la réaction du gouvernement, comment il gère cette crise et comment il communique, car on a entendu beaucoup de choses, des informations peu précises, parfois assez contradictoires. Résultat, les internautes sont devenus assez sceptique. C'est justement ce que nous dit ce tweeto, que cette catastrophe est en train de devenir une affaire d'État à cause d'une communication désastreuse. Celui-ci, que vous allez voir, insiste sur le fait que cet incendie à Rouen, vous le disiez, a été rapidement éclipsé par le décès de Jacques Chirac jeudi dernier. Il compare ça à la mort de Johnny Hallyday. C'était le 6 décembre 2017, jour où Donald Trump aussi a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Du coup, les médias français, malgré l'importance de cette deuxième actualité, l'ont un petit peu éclipsé également. Ce politologue, lui, ironise et remercie le docteur Sibeth Ndiaye sur ses propos rassurants, car ce matin sur Europe 1, la porte-parole du gouvernement s'est montrée peut-être un petit peu trop rationnelle en disant qu'on pouvait tousser en respirant de la fumée très forte sans qu'il y ait des particules toxiques.
Des critiques similaires du côté des politiques? Oui, il y en a. Il y a par exemple Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui dénonce un patron désinvolte, un préfet dépassé, un gouvernement incertain. La gestion de l'accident est inconséquente. Pour Jean Leonetti, le leader par intérim des Républicains, le pouvoir a fait une faute de communication. Il ne doit pas y avoir de contraste entre ce que les gens voient et les paroles de leurs responsables. Du côté du Rassemblement national, c'est le même son de cloche. Marine Le Pen estime qu'avec ses propos brouillons, le gouvernement alimente la méfiance, car d'un côté, il dit que tout va bien, et de l'autre, il gèle la production et les récoltes. Et puis, il y a l'écologiste Delphine Bateau qui demande une enquête parlementaire, ce qui semble être en bonne voie. Une mission d'information, on l'a vu, va être créée à l'Assemblée nationale et une commission d'enquête pourrait ensuite être mise en place également au Sénat pour déterminer si le gouvernement a fait ce qu'il fallait après avoir appris cet incendie. Et certains internautes ne peuvent pas s'empêcher aussi de faire des comparaisons. Oui, vous l'imaginez, celle qui revient le plus souvent, c'est la comparaison avec Tchernobyl, notamment à cause de toute cette polémique sur le nuage qui ne passe pas d'un pays à l'autre. C'est ce que nous dit ce tweeto, par exemple, comme le nuage de Tchernobyl, celui de Rouen se serait arrêté à la frontière. Ah mince, Rouen est en France et les fumées, oui, j'ai remplacé un petit mot. Rouen est en France et les fumées toxiques sont donc restées chez nous. Même message. Vous allez le voir dans ce dessin de Plantu publié dans le journal Le Monde. On y voit apparemment un représentant du pouvoir qui dit « Chers amis de Tchernobyl, pas de panique, le nuage s'est arrêté à Strasbourg ». Autre comparaison qu'on peut voir également sur les réseaux sociaux, c'est avec le naufrage de l'Erika en 1999, un bateau qui était affrété par Total, d'où le jeu de mots qu'on peut voir ici, la transparence totale. Et puis, il y a aussi les internautes qui, comme souvent, préfèrent prendre les choses avec légèreté. C'est le cas par exemple du chroniqueur et humoriste Guillaume Meurice qui nous dit qu'à cause de la piètre qualité de son spectacle, les autorités sanitaires de Rouen l'obligent à annuler, reporter sa représentation du 21 décembre. Le site de Paris en ligne Winamax imagine l'équipe de foot du FC Rouen en 2037. Le résultat est assez étrange, vous voyez. Ce tweeto a fait la même chose avec les animaux du zoo qui vont muter donc à cause de cet accident. Et puis, en exclusivité, celui-ci nous livre la couverture du dernier album de Tintin, Tintin à Rouen. On reconnaît à côté de lui les Dupont et Dupont, tous bien protégés par un scaphandre, effectivement. Oui, ça prête à rire, mais c'est vrai qu'on ne rit pas beaucoup lorsqu'on pense effectivement à l'inquiétude, bien sûr, de tous nos téléspectateurs présents à Rouen. Merci beaucoup, Johanna Citruc. Merci également à nos invités. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.